Bonsoir, chers amis internautes. Vous êtes sur Diaspocam et dans l'émission L'Instant littéraire. L'Instant littéraire est une émission pour les livres et pas les livres. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Ruth Renée Michel Tometan. Elle est écrivaine. Nous allons parler de littérature. Elle a écrit des romans poignants, titrés par exemple comme De la tristesse à la joie et J'ai fait de ma vie un enfer. Des titres révélateurs des idées profondes. Ruth est une débatteuse aguerrie, oratrice de talent. Elle est aussi une lectrice organisée et nous parlerons ce soir de son association. Elle anime une association, elle nous en parlera. Elle est sur mon plateau et très prête. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Calvin. J'ai l'immense plaisir de te recevoir aujourd'hui pour la première fois. Et pour moi, c'est tout un honneur d'être reçu par toi. Merci beaucoup. Oui, avant de commencer l'émission, nous allons d'abord prendre 2 minutes pour faire les partages et faire de la publicité également. Et nous nous retrouvons dans 2 minutes. À tout de suite. Les foulards et écharpes HBS Carré de luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards et écharpes HBS Carré de luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulards et écharpes les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de luxe, la classe. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus.
Rebonsoir, Ruth René. Bonsoir, Calvin, une fois de plus. Oui, c'est une très grande première aujourd'hui de recevoir une personne de Takaru. Nous allons parler ce soir du roman, bien évidemment, tu es romancière. Nous allons parler également de la femme, de la vie, de l'amour, qui sont les grands thèmes de tes romans. Alors, il y a ceux qui vont te découvrir aujourd'hui. Est-ce que à cela, tu peux te présenter, tout en tenant compte qu'il y a derrière toi quelqu'un qui doit, il faut qu'il disparaisse de ton couloir, là derrière toi. Voilà. D'accord. Désolé, hein. C'est mon ange gardien. D'accord. Donc, je suis Ruth René Michel Tomtan, écrivaine, romancière, scénariste. Donc, auxiliaire en diabétologie, présidente fondatrice de l'association Diabète Cameroun. Donc, Diabète Cameroun, pour le moment, nous le retrouvons dans quelques pays tels le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la France et l'Espagne. Ah, très bien. Oui, donc Diabète Cameroun qui soutient, en fait, qui pour un début soutenait que les diabétiques, mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'est pas seulement les diabétiques qui avaient besoin d'aide et d'accompagnement. Donc, nous avons regroupé plusieurs maladies du métabolisme dont nous nous occupons au jour d'aujourd'hui, les enfants malades également, pauvres, en milieu rural et défavorisés. Oui, quand on s'intéresse à ces maladies-là, mais est-ce que c'est parce qu'on a nous-mêmes souffert de ces maladies? En réalité, quand on se penche vers quelque chose, c'est-à-dire qu'on a déjà un antécédent personnel, que ce soit de façon propre ou alors un proche parent ou je ne sais pas trop quoi, un ami, dans son sillage, il y a forcément ces mots qui sévissent. D'accord. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de littérature, voilà, parce que tu es une écrivaine qui monte, mais qui n'a pas souvent eu assez de temps pour faire la grande promotion. Merci. Mais qui a des idées vraiment figurantes. Et c'est de ça qui m'intéresse vraiment aujourd'hui. Bon, on va se tutoyer aussi parce que pour éviter les barrières, il est préférable qu'on se tutoie, ne te fais pas, ne te gêne pas de me tutoyer. Bon, c'est ce que je préfère à mon tour. Bon, la première question que je me te poser est celle de savoir quel rôle joue l'écriture dans ta vie? En fait, l'écriture, en réalité, dans ma vie, déjà, m'apaise, m'accompagne au quotidien parce que je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, l'écriture, en somme, est un peu mon agenda. Donc, c'est-à-dire mon pense-bête, mon pense-tête et tout ce que je voudrais faire. Et aussi ma plus grande confidente. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'on peut être une écrivaine peut-elle être ordinaire? Est-ce que l'écrivaine est une personne ordinaire? En fait, je pense que l'écrivaine est une personne comme toutes les autres, de la seule différence que elle fait bien plus galoper ses idées. Donc, elle a le cerveau qui tourne comme une montre, mais c'est une personne normale comme toutes les autres. Oui, justement, c'est cette partie normale qui m'intéresse également. Quelle est la dimension de toi que l'écriture prend pour te permettre de rédiger tes textes? En fait, l'écriture absorbe tous mes moments libres. Donc, dès que j'ai un moment de libre, immédiatement, je me mets dans l'écriture. Il arrive même des moments où parfois je suis obligée de noter soit rapidement sur une enveloppe, n'importe quoi que j'ai sous la main. Donc, l'écriture représente en réalité les 82% de ma personne. Oui, donc ça veut dire que ça prend une dimension émotionnelle, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui se déroule autour de toi ou bien tu te retrouves dans un paysage. Est-ce que tu as une famille littéraire? C'est ce que je veux aussi savoir.
as-tu une famille littéraire? Parce que j'entends par famille littéraire ici l'environnement, ton environnement. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les histoires en tant que romancière? Ou bien c'est toujours l'imaginaire? En fait, je dirais c'est un pot pourri de tout. Donc, c'est-à-dire allant de la famille littéraire à l'imaginaire, à la vision, à la pensée. Donc, c'est un pot pourri de tout. Donc, quand je dis pot pourri, on retrouve tout ce qui peut engendrer un moment ou un instant littéraire. Donc, une composition littéraire. Ah, très bien. Bon, voilà. Est-ce que tout à l'heure, tu parlais aussi de l'association. Comment concilier l'écriture, le travail et l'association? Et surtout, je souhaitais que tu présentes ton association. Est-ce que tu peux brièvement te parler de ton association? D'accord. Donc, l'association Diabète Cameroun, au début, nous n'avons pensé qu'au Cameroun. Mais au fil du temps, nous nous sommes dit pourquoi ne pas l'étendre un peu partout, parce que déjà, nous avons en priorité le continent africain. C'est pas péjoratif ce que je dis, parce qu'en Occident, on a des méthodes bien plus adéquates pour venir en aide à qui que ce soit. Par contre, en Afrique, il faut se mettre tous ensemble parce que, comme on le dit chez nous, une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Donc, l'association Diabète Cameroun subvient en priorité aux problèmes liés au diabète. Donc, l'écoute, les conseils, l'orientation, le suivi. Et comme dans cette association, nous avons également des médecins et des auxiliaires en diabétologie qui nous accompagnent. Donc, nous pouvons également référer. Mais le volet le plus important est le volet vraiment social, c'est-à-dire nous penchons plus vers les plus jeunes qui ont plus d'avenir que des personnes comme moi d'un certain âge. Donc, les enfants pauvres, malades, en milieu défavorisés, ruraux. Donc, nous leur apportons toujours un plus chaque année. Et Diabète Cameroun se réunit 2 fois l'an, donc c'est-à-dire le 23 septembre de mémoire, date anniversaire, il me semble, parce que nous existons depuis 2007. De façon informelle, mais légalisée depuis 2010, 23 septembre 2010. Mais cependant, pour la journée internationale du diabète, nous nous rencontrons aussi pour un événement que nous avons nommé au Cameroun, le bus du diabétique. Donc, avec ça, nous pouvons collecter et venir en aide à ceux-là qui nous tendent la main. Le plus important pour nous de Diabète Cameroun, c'est de donner avec le cœur. D'accord, très bien. Bon, voilà. Quand on est écrivaine, est-ce que aussi on a une bonne lectrice? Quand on écrit beaucoup, est-ce que c'est parce qu'on lit beaucoup aussi? Quelle est la place de la lecture dans ta vie littéraire? En fait, pas forcément, parce qu'on ne peut pas en même temps être tanneur et cordonnier. Donc, on peut peut-être beaucoup écrire et lire de façon moyenne. Donc, oui, moi, je lis, mais je ne m'adonne pas forcément à tout ce qui est lecture. Donc, j'ai, entre guillemets, un style littéraire que j'apprécie de lire. Donc, par contre, j'écris beaucoup et je lis moyennement. Oui, bon, ça veut dire que, bon, parce que tous les écrivains que j'ai rencontrés ils disent toujours, le premier conseil, est qu'il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Et je me souviens, notre professeur de français disait souvent, pour faire les meilleures dissertations, il faut avoir beaucoup lu dans le passé. Ça veut dire que dans le passé, tu as beaucoup lu alors. Oui, de par le passé, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. Toute mon enfance, je l'ai pratiquement passée dans la lecture. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de consolider les deux. Donc, c'est-à-dire écrire et lire. Mais de par le passé, j'ai beaucoup lu. Donc, ce qui fait que des écrivains, de plusieurs, j'ai retenu un bon nombre de choses. Non seulement un bon nombre de choses, mais beaucoup m'ont orienté.
Ouais. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, si par exemple, on prend, comment dirais-je, Femme actuelle, on me remet Femme actuelle, on me demande de lire Femme actuelle, j'aurais par contre tendance à aller lire Albert Camus que de lire Femme actuelle. D'accord. C'est-à-dire que j'ai un type de lecture bien prédéfini. Oui. Bon, mais bon, est-ce que c'est vrai que dans la lecture, que la lecture touche d'abord la partie la moins intellectuelle de nous? Là, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez reformuler? Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? Je sais qu'il y a une dimension de l'être qui fait qu'il y a une partie la moins intellectuelle et il y a une partie vraiment rationnelle. C'est-à-dire que la partie la moins intellectuelle ici, c'est l'émotion. Donc, immédiatement, quand toi, tu es animé par l'émotion, tu te mets à écrire. Est-ce que la lecture te permet de touche-t-elle la partie la moins intellectuelle? Bon, déjà, la lecture en elle-même, c'est quelque chose de vraiment émotionnel parce qu'il y a certains ouvrages, quand on les lit, on se retrouve à pleurer un peu comme si on avait perdu quelqu'un. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la lecture, c'est quelque chose qui, pour un type de personne, est centré et entré dans nous. Donc, la lecture, c'est quelque chose d'important, je dirais ça ainsi. Donc, ça touche non seulement le psychosoma, mais aussi l'intellectuel. OK. Oui, voilà, on va parler de ton livre maintenant. Tu as écrit De la tristesse à la joie et j'ai fait de ma vie un enfer. Bon, peux-tu présenter le contenu de ces deux chefs d'œuvre? D'accord. Donc, je commencerai par le plus récent. Le plus récent qui est de la tristesse à la joie. Ah, ok, d'accord. D'accord. Donc, quand on prend un exemple peut-être d'un continent qui est le continent africain, nous sommes un continent qui abrite un peuple uni. Mais de façon affective, nous ne savons pas dire les choses. Donc, on retrouve parfois certains malades abandonnés à eux-mêmes. Pas faute d'avoir de l'assistance, mais faute de ne pas avoir entendu un « je t'aime », sois fort, ça va aller. Contrairement à ici, en Occident, où dès qu'on est un peu mal, ben Tamalou, comment tu vas? Tiens bon, ça va. Donc, c'est des choses qui nous manquent. Donc, ce qui fait que quand en Afrique, on est malade, on est mal dans sa peau, on dépérit. On dépérit et je connais quelqu'un qui avait dit confessez le mal et il vous arrivera. Donc, en Afrique, quand on est malade, on se dit je vais mourir. Et ça reste en nous. Mais cependant, donc, de la tristesse à la joie relate un peu l'histoire d'une dame qui est atteinte d'un cancer, mais vraiment qui réussit à vaincre ce cancer grâce à l'amour de sa famille nucléaire, père, mère, frères et sœurs, de quelques meilleurs amis qu'elle a et qui plus est, l'amour de sa vie qui l'accompagne, qui lui dit non, t'es pas seul, je suis avec toi. Donc, c'est des éléments qui font en sorte que on part de la tristesse pour la joie. D'accord. Ouais. Okay. Et maintenant, j'ai fait de ma vie un enfer. Lui, vraiment, c'est un roman assez complexe. Il faut le lire pour le comprendre. Parce que en Afrique, je ne sais pas, c'est pas péjoratif une fois de plus ce que je vais dire. En Afrique, je ne sais pas si nous avons appris à aimer un peu comme ici en Occident où on se dit aimer c'est regarder ensemble dans la même direction. En Afrique, on sait que mon père m'a présenté ou alors c'est vrai, c'est un peu ancestral. Mon père m'a présenté à X, je suis Y, donc je me dois de faire la volonté déjà de la famille, de vivre selon les préceptes bibliques. Donc, un couple en Afrique a même du mal à se regarder droit dans les yeux en public. Donc, ça emprisonne beaucoup de femmes. Et là, les femmes commencent par être un peu réduites, entre guillemets, à l'esclavage. Oui, c'est ça. Oui, à l'esclavage. Donc, en écrivant ce roman, j'ai voulu dire aux femmes, il est temps de pouvoir
prôner l'égalité de sexe. Il est temps de pouvoir dire aux hommes, cessez de lever la main sur nous. Il est temps de pouvoir dire aux hommes, nous allons vous accompagner dans vos entreprises. Au jour d'aujourd'hui, je prends l'exemple de mon propre pays parce que j'aime bien parler de mon propre pays. Au jour d'aujourd'hui, tu payes la facture de la Sonel, moi je paye de la SNEC. Que nous fassions des choses ensemble, qu'on ne se dise pas seulement que l'égalité de sexe, c'est juste quand la femme doit porter le sac alors que son mari l'accompagne au marché et il ne tient rien. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée martyrisée, maltraitée, déjà de prime abord dès sa naissance, qui n'avait pas d'identité, etc., mais qui s'est retrouvée à un moment donné à dire stop et non à la violence. La violence, qu'elle soit verbale, physique et autres, on ne devrait pas l'exercer sur la femme parce que la femme, c'est, comment disent souvent les autres, c'est la mère de l'humanité. Oui, donc selon toi, la femme africaine, comme tu faisais référence, n'a pas encore réussi à bénéficier de tout ce qu'on pouvait espérer de la décolonisation. Non, sincèrement, non. Mais aujourd'hui, il y a des femmes ministres au Cameroun, il y a des femmes directrices, il y a des femmes professeurs, agrégées, il y a des femmes partout. Là, c'est dans le cadre professionnel, mais dans le cadre sentimental et marital, ça n'a véritablement pas encore évolué parce que les hommes, entre guillemets, continuent quand même d'agir en bourreau. En roi. Oui, en roi, si on devrait dire ça, alors que quand on est dans une vie commune, les choses devraient se faire toutes seules. C'est pas que je lis beaucoup ou j'écris beaucoup ou alors je me fais un film dans ma tête, mais l'amour, c'est quelque chose qui élève forcément. Donc, la culture africaine veut encore la femme soumise. Tout à fait, tout à fait. C'est l'expression exacte de la femme soumise. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, la femme ne devrait plus être soumise. Parce que plus on est soumise, moins on évolue. Mais est-ce que c'est parce qu'on est arrivé en Occident qu'on devient bras séculier des femmes qui sont restées en Afrique? Je ne pense véritablement pas parce que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est-à-dire que quand on a quand même une vision sur la non-soumission, c'est-à-dire égalité de sexe véritablement, mais tout en respectant son époux, parce qu'on sait que quel que soit l'homme, même en Occident, quand on se marie, on dit le mari est le chef de famille, l'époux est le chef de famille, c'est lui qui choisit le lieu familial, donc c'est-à-dire tout en restant dans le respect de ceci, on ne devrait pas à chaque fois courber les chines. Le véritable problème en Afrique, c'est qu'il y a plus même dans le tiers-monde, il y a plus d'hommes que de femmes. Les femmes au jour d'aujourd'hui se disent si je le quitte, qui c'est qui s'intéresserait encore à moi? Donc, d'où vient un peu la soumission alors qu'on ne sait pas de quoi demain est fait? D'accord. Voilà, on va essayer de regarder s'il y a des questions parce que l'émission se fait aussi, il y a des gens qui posent des questions en direct. On essaie de voir cela. Est-ce que la réclame peut agir? Est-ce que Franck Bellet, tu as quelque chose à nous dire à ce propos? Il y a des questions? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de réactions. Alors. Bon, est-ce que je vois les réactions? Voilà. Bonsoir, Christelle Dekelos. Elle dit bonsoir, monsieur. Merci, bonsoir, Christelle. Qui a joué au Bouta, qui dit oh, Christelle, de votre rubrique, madame, big up à vous. Merci. Il y a Sylvia Tiwan Keller. Et pourrais-je me procurer votre livre, madame? Je suis à Martinique et je voudrais me procurer ce roman. Voilà, c'est Sylvia qui veut savoir comment est-ce qu'elle peut se procurer son roman. Est-ce que tu peux réagir, s'il te plaît? D'accord. Donc, elle a deux possibilités. Soit elle obtient directement par www. Édition Jet d'encre, Jet au pluriel, encre au singulier, donc www. Jet d'encre. Ou alors, moi, je peux le lui envoyer, qu'elle me contacte au 00 336
07 02 08 73. Tout à l'heure, après l'émission, tu viendras mettre le numéro. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est très facile. Et réagir aussi, répondre à toutes les questions qui seront par exemple posées. Bon, D'accord. oui, Luis Cotton qui me dit bonsoir. Bon, bienvenue à Maman Ruth. Luis Cotton, merci. Bonsoir, Luis Cotton. Bonsoir, Luis. Donc, Maman Ruth attend ta question. Il faut poser une question difficile là, parce que là, elle me secoue là depuis. Elle répond facilement, aisément à mes questions. Essaye de trouver une question compliquée pour elle. Bon, Christelle Delego, bonsoir, oui. Bravo, Ruth, pour ce que vous faites. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions parce que mon téléphone ne parvient pas à voir toutes les questions. Je vois beaucoup de gens connectés là. Est-ce que tu peux me relayer d'autres questions, Franck Emery? Oui, Calvin, je crois que c'est les réactions, les premières réactions que tu n'as pas, qui t'ont échappé. Donc, Oui. il y a Gattuso Tchatchoua, bonsoir Calvin. Oui, bonsoir Tchatchoua. Boris Becker et Lessa, bonsoir à tous. Bonsoir Elessa, l'inévitable, l'incontournable Elessa. Merci pour cette ponctualité. Voilà, donc jouer au Bouta, très intéressant. Gattuso Tchatchoua, Madame Ruth, bonsoir. Bonsoir. Ta crise cardiaque, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, la crise cardiaque. Voilà le nom de la crise cardiaque. Sylvia Sivzinker, bonsoir à toutes et à tous. Charles Bertrand John Mouna, salut à tous. Cindy Chinda, coucou. Cindy Chinda, je suis en poste, Calvin Duary. Ah bon, bien. Marthe Eliette Tomitan, Lioult, bonsoir. Bonsoir. Cindy Chinda, quel est le titre de votre premier livre? Quand l'avez-vous publié? Je peux répondre? Oui, bien sûr. Les questions qui te sont adressées, tu réponds. J'ai fait de ma vie un enfer. De mémoire, j'ai dû le publier un 17 mai. Un 17 mai 2013 ou 14. Ah d'accord, donc c'est... Ouais, de mémoire, il me semble. Oui, en 2013, la publication, voilà. D'accord. Alors, Cédric Manga, bonsoir à tous, très intéressant. Alors, Sylvia, bonsoir. Émission très intéressante. Merci Cédric. Anaïs Saka, bonsoir. Anaïs Saka, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres? Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? Voilà. Ce qui m'a poussé à l'écriture, déjà, c'est mon propre vécu. Ensuite, le regard posé sur les autres, le monde, tantôt joyeux, tantôt triste. Donc, il fallait faire le juste milieu. Quand je trouvais un peu triste, il fallait écrire pour embellir. Quand je trouvais un peu trop flambant rose, il fallait écrire pour établir le juste milieu. Donc, je dirais, c'est la vie de tous les jours, la vie du quotidien. Voilà. Alors, Christelle Dekelog, bonsoir, messieurs et dames. Oui, d'accord, j'avais déjà lu à ce niveau-là. D'accord. Je vais continuer. Oui. Bon, Ruth René. Oui. Est-ce que c'est lorsque la femme est blessée, est-ce que c'est en ce moment qu'elle retourne à l'écriture? Parce que tout à l'heure, vous avez pris la cause des femmes, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait cette situation ou la condition féminine pour que vous vous mettiez à l'écriture? Non, pas forcément. C'est pas parce que la femme est déçue que forcément elle va se mettre à l'écriture. Qu'on soit femme ou homme, c'est homme avec grand H. Il faut toujours qu'il y ait un déclic, que quelque chose vous pousse à l'écriture. Donc, la femme, quand elle est déçue, elle a plus tendance à chanter, à marmonner et à jouer la sourde oreille.
Donc, mais par contre, c'est pas ça qui forcément pousse à l'écriture. Il y a un déclic, soit un bel oiseau, soit une histoire vécue, soit une belle histoire d'amour, soit quelqu'un qui s'est installé dans notre cerveau qu'on voudrait pas oublier. Il y a toujours quelque chose, mais c'est pas forcément la tristesse qui pousse à l'écriture. Oui, tu as prononcé tout à l'heure un mot qui a attiré mon attention, l'amour. Pourquoi ce thème te passionne tant dans tes romans? L'amour, pourquoi? Parce que je suis une éternelle amoureuse. Très bien. Je suis une éternelle amoureuse. Quand je suis amoureuse, je me dis, j'y suis, j'y reste, je m'y accroche. Donc, l'amour, moi, je me dis, si un jour, on pouvait me donner une baguette magique et on me demandait de transformer le monde, comme un peu l'a fait Cupidon, je transformerai tout le monde en amoureux et le monde ne sera que paix. On vivra de façon pacifique. Oui, est-ce que l'évocation de l'amour dans tes écrits remplit les fonctions du roman? Et là, il faut la reformuler parce que j'avoue ne pas avoir compris la question. On sait que les fonctions du roman, c'est d'abord, il y a le divertissement. Oui. Il y a l'enseignement, la transmission des connaissances. Oui. Et puis, bon, maintenant, ah oui, là, je crois avoir compris. Donc, voilà. Dans mes romans, c'est pas forcément que l'amour remplisse toutes les pages à 100%. Non, parce que là, ce serait pas du réel. Quand on se veut narratrice ou alors narrateur, on se doit de dire les choses telles quelles. L'amour, c'est une finalité de quelque chose. Et l'amour, c'est pas celui-là qu'on nous présente à la télé, je t'aime, moi non plus. L'amour, en réalité, c'est savoir partager, savoir pardonner, savoir être à l'écoute et puis savoir consoler. Donc, c'est un peu cette valeur, cette vision de l'amour que je voudrais présenter. Pas seulement l'amour, bisous à gauche, bisous à droite, je t'aime, moi non plus, mais non. Et l'amour, c'est également l'amour de son prochain. Donc, quand j'écris l'amour, je n'écris pas seulement l'amour entre lui et moi, mais j'écris l'amour entre tous. Donc, c'est-à-dire, nous sommes tous un peu issus d'un même père pour ceux qui sont chrétiens. Donc, c'est un peu l'amour là que je voudrais présenter, que le monde ne soit pas plein de grisailles, mais que le monde soit rose, bleu ciel, tout ce qu'on veut, mais que ça représente un amour qui nous conduit vers la paix. Oui, quand on lit aussi des romans, on a l'impression que c'est un roman autobiographique. Est-ce que c'est ta vie que tu relates dans tes romans? Est-ce qu'il y a une partie de ta vie là? En fait, on m'a toujours posé la question. En réalité, quand j'écris, il y a une partie de moi, mais aussi il y a des histoires piquées un peu partout. Et je vous ai dit dès le début que pour moi, toutes mes compositions, c'est un pot pourri de tout. L'essentiel, c'est de faire un bel assemblage conduisant à une belle histoire et à un bel enseignement. Oui, la romancière est-elle faite pour connaître des dures épreuves? Pardon? La romancière est-elle faite pour connaître des dures épreuves dans la vie? Oui, oui. En réalité, quand on écrit, ce n'est pas forcément parce qu'on a vécu dans un cocon tout rose, mais c'est parce qu'on a traversé des épreuves, on ne peut plus difficile, on est tombé plusieurs fois, on s'est relevé et on voudrait dire à autrui, j'ai connu ça, je me suis relevé et vous pouvez aussi vous relever. Si d'aventure, ouais. Oui, il y a aussi un de tes romans qui parle un peu de l'amour à distance, j'ai lu. Bon, est-ce que c'est des belles histoires, les amours à distance? Ah non, par contre, aucun amour, aussi fort soit-il, ne peut résister selon la distance. Parce que quand on est célibataire géographique, en réalité, dans sa tête, on est aussi célibataire. Donc, aucune histoire ne peut résister à distance. Je l'ai appris à mes dépens. Donc, pour vivre une histoire réelle, il faudrait déjà d'abord que le noyau soit bien solide
Et après, on peut peut-être se permettre de partir peut-être quelques instants, parce que quand on s'en va, forcément, on est comme un marin. À chaque port, on a une femme. Donc, l'amour n'est pas fait pour se vivre à distance. L'amour est fait pour vivre ensemble. Parce Oui, mais que si, oui, dites-moi. c'est la chanteuse qui dit Azomo, 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 Azomo. Zoma, 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 zomo. Et là, ça me fait penser à ma sœur aînée que j'adore vraiment, qui aime follement cette chanson. Elle se reconnaîtra parce qu'elle adore cette chanson. Tu fais un coucou d'ailleurs à ta sœur. Hein. D'accord. Je fais un coucou à Marie-Solange Tontane qui adore cette chanson. C'est elle qui me l'a fait découvrir. C'est un peu pour moi comme une deuxième mère. Elle m'a toujours tenue par la main et je profite aujourd'hui pour lui dire merci pour tout et big up. Gros bisous à toi, ma grande sœur. Oui, Ruth René. Oui. À distance, je dis que c'est quelque chose, c'est une expérience difficile. Bon, on a vu des jeunes ici ou bien des couples qui sont arrivés ici. Après 2-3 ans, ils sont allés épouser leur fiancé au Cameroun. Bon, c'est vrai que l'expérience a été mauvaise quand ils arrivent ici. Bon, toi qui as l'expérience en tant que femme, oui. Comment nourrir un amour à distance? En réalité, oui. Un amour à distance ne peut pas être un amour réel. Soit l'un des deux triche, ou alors il y a l'un des deux qui est minoritaire de façon affective. Parce que tout le monde le sait, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Au jour d'aujourd'hui, si on me redonnait ma jeunesse et on me dirait va vivre à Perpète les Oies et laisse ton homme où il est, non, ça, je ne le ferai pas parce que je sais que quand je reviendrai, j'aurai plus de place. Et c'est ça qui crée des désaccords. Mais si j'ai un conseil à donner aux célibataires géographiques, c'est vivez comme des célibataires, mais quand vous êtes ensemble, vivez dans le respect l'un de l'autre. Et peut-être de cette façon, vous arriverez à recoller les morceaux. Mais j'ai remarqué, par exemple, que lorsque tu es à distance et que tu tiens la flamme, par exemple, en appelant à tout moment, tu l'appelles chaque soir, tu lui écris de façon romantique, tu l'éveilles, elle fait la même chose. L'amour peut durer. Est-ce que c'est... Tu me trompes? Là, par contre, la nouvelle technologie nous a facilité beaucoup de choses. De cette façon encore, on espère que l'amour puisse durer. Mais ce n'est toujours forcément pas ça parce qu'on a beau s'écrire tous les je t'aime possibles du monde, mais une fois que le petit écran est éteint, il y a un manque, il y a une absence et il faut combler une absence par une présence. D'accord. Voilà. Toi qui vis en France depuis des années, est-ce que tu es dans un pays doré? S'il fallait que je réponde sincèrement, je dirais non, pas véritablement. En France, on a des avantages et des inconvénients. Mais par contre, en Afrique, on a plus d'avantages sur le plan affectif et émotionnel. En France, moi, je dirais, sur le plan sanitaire, oui, on se fait bien accompagner, etc., on est bien reconforté, mais passer un autre cap, moi, je dis, le racisme ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas parce que parfois, on postule pour un poste de cadre, mais le premier jour où on arrive, on se retrouve avec, c'est pas péjoratif, un subalterne qui vous apporte un balai, une serpillière et qui vous demande d'aller nettoyer le sol. Ne sachant même pas, n'ayant même pas essayé de savoir pour quel poste vous êtes là, ça arrive le plus souvent. Donc, je dis ici, on a des avantages et on a des inconvénients. Les avantages, c'est le savoir qu'on peut
acquérir. Mais ce savoir, une fois que nous avons pu l'acquérir, pourquoi ne pas retourner, le transmettre ou le transcrire chez nous? Par contre, les avantages chez nous, c'est que qu'on soit connu, qu'on soit pas connu, c'est tout le monde qui se dit bonjour dans les rues et le partage, il existe véritablement. Moi, quand je vais en Afrique, j'ai certains voisins, forcément que je connais pas, mais qui m'invitent à leur table. Ici, c'est des choses rares. Ok. Mais est-ce que l'Occident ne t'a pas permis de vivre des moments exceptionnels? Bah, des moments exceptionnels, je ne sais pas, peut-être seulement au niveau des connaissances livresques. Parce que là, je suis sûre que peut-être j'ai bien appris un certain nombre de choses. Bon, et l'éducation aussi, celle-là qui permet de ne pas être imbu de soi, de ne pas être arrogant, être humble, modeste et autres. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend facilement ici. Donc, Oui. ça, c'est des moments exceptionnels que j'ai pu vivre. Oui, est-ce qu'une romancière comme toi peut continuer à vivre dans son ménage une vie romantique? Vous savez, dans chaque couple, il y a des hauts et des bas. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est je t'aime, moi non plus. Demain, c'est allez, tu dégages d'école. C'est pareil, mais ça n'exclut pas que même avec tout ça, que la vie amoureuse reste la même. Oui, parce que je sais que le romantisme, voilà, coucou, bisous ici, bisous par là, ainsi de suite. Bon, et c'est que la romancière est souvent attirée est fatiguée après son boulot, et quand elle se met dans sa réflexion littéraire, elle n'a plus assez de temps pour son conjoint. Il faut donner un petit câlin, ainsi de suite. Non, non, là, par contre, c'est bien le contraire. Mon conjoint, je m'en occupe véritablement parce que je me dis, lui comme moi, nous avons tous des journées chargées. Et lui, peut-être, ses journées sont bien plus chargées que les miennes. Donc, il a plus besoin d'attention, etc., etc. Donc, il n'ira pas dans une pharmacie acheter cette attention, cet amour, cette affection. Donc, la romancière n'intervient pas forcément dans ce contexte-là, mais c'est le cœur de la femme prête à soutenir son époux qui réagit. Oui, là, tu as parlé de conjoint et ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que ton conjoint, tu le prends comme un roi, comme un enfant ou comme une couverture? Je comprends sincèrement la question. Pour moi, il est un ami avant d'être mon conjoint. Il est mon conseiller avant d'être mon conjoint. Il est un peu comme un frère, un peu comme un père. Donc, il englobe vraiment tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est pas mon Dieu, mais c'est la personne vers laquelle j'irai rapidement d'abord apporter mon secours s'il en avait besoin, voilà. Oui, mais qu'est-ce qui le stimule? Ce qu'il voit ou bien ce qu'il entend de toi? Là, j'ai pas bien compris. Oui. Bon, c'est-à-dire, ici, tu as de répondre à la place des autres femmes. C'est pourquoi je prends un peu l'image de ton conjoint. De la femme que je suis, oui. Voilà, donc, qu'est-ce qui stimule ton conjoint? C'est quand il te voit ou bien c'est quand il t'entend? C'est-à-dire qu'il soit stimulé, est-ce qu'il faut que tu sentes un bon parfum? Est-ce que tu sois bien habillé? Est-ce que tu as un bon maquillage? Non. C'est parce que tu as dit un très beau mot. Voilà, c'est un peu ça. Je pense peut-être, c'est pas mon parfum, c'est pas mon vestimentaire,
c'est pas ma coiffure parce que déjà, quand j'ai décidé d'aborder ce look, au début, il était très gêné. Après, il a fini par accepter. Sinon, il m'aurait quitté quand j'ai... Mais je pense tout simplement que c'est le... comment dirais-je, ça vient de lui, de son intérieur. Donc, c'est-à-dire que, sans pouvoir rajouter, nous sommes le couple le plus uni et le plus désuni. Je dirais ça ainsi. Oui, parce que généralement, l'homme, c'est ce qu'il voit chez la femme qui l'attire. Et chez la femme, c'est ce qu'elle entend qui l'emporte. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Ah non, moi je pense peut-être qu'on n'a pas besoin de voir ou d'entendre. On est assez fusionnel, ça c'est sûr, mais comme je vous l'ai dit, on est le couple le plus uni et le plus désuni. Donc c'est le yin et le yang. Et on fait avec, et c'est ça qui fait justement peut-être la beauté de notre histoire. D'accord. On va encore revenir dans le forum pour voir s'il y a des réactions. Oui, Franck Bellet, est-ce qu'il y a des réactions? Oui, Calvin, il y a des réactions. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux les lire ou on s'était arrêté? D'accord, bon, je partirai peut-être du bas vers le haut parce que je ne sais plus là où on s'est arrêté. C'était sur bébé, quelque chose là. Oui, bon, alors Charles Bertrand Diomouna. Madame Ruth, travaillez-vous sur ordinateur ou sur papier? En fait, je m'attendais un peu à cette question. Donc, je fais les deux. Je fais les deux. La preuve en est. Donc, je note et puis tranquillement, je me pose et puis je saisis sur ordinateur. Voilà. Oui, mais la meilleure façon, c'est de sentir le bon vieux papier se crisper sous nos écrits et puis ça donne plus de motivation. Ok. Alors, Cindy Chinda, Madame Tometan, où écrivez-vous? À quel moment de la journée? Combien de temps consacrez-vous à l'écriture? Si je venais à répondre à cette question, elle me croirait peut-être pas. J'écris à tout moment. Il arrive des fois où je bondis de mon lit pour me retrouver devant mon ordinateur quand quelque chose me revient. Au début, ça a été la cause de grosses disputes entre mon partenaire et moi parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment, à une certaine heure, je me lève, je bondis, je vais sur l'ordinateur. Donc, j'écris à tout moment. Dès que quelque chose me revient, que ce soit au boulot ou en balade, en escapade, je note et je fais ma petite composition que je vais ajuster devant mon ordinateur. Oui, il y a Marc Eliette Tometan Liut qui pose la question suivante. Est-ce que ce sont les épreuves qui ont forgé l'écrivain que vous êtes devenu? Bon, Marthe Eliette, je dirais Liult. Marthe Eliette Liult. C'est pas forcément les épreuves, mais déjà étant toute petite, j'ai enregistré un certain nombre de choses, tant visuelles, dans les multiples déplacements familiaux, dans les multiples affectations de mes parents. J'enregistrais beaucoup de choses et mon père, c'est quelqu'un de tellement ouvert qu'à chaque fois, il avait toujours la main tendue vers autrui. Donc, c'est pas les épreuves, c'est pas les épreuves. Les épreuves ne sont peut-être que venues compléter la plume de l'écrivaine que je suis au jour d'aujourd'hui. Oui, il y a Cédric Manga qui pose la question suivante aussi. Quels sont vos projets littéraires? Quels sont vos projets? Il y a d'autres livres en cours d'écriture. Oui, j'ai un autre livre en cours qui paraîtra courant octobre. Donc courant octobre, le titre, je le réserve, mais je peux vous dire rapidement de quoi il est question. Donc, ce livre-là,
n'encourage pas les jeunes que nous sommes à partir de chez nous pensant trouver le Eldorado en Occident, parce qu'une fois qu'on arrive ici, sans véritable connaissance livresque, on se livre à des petits larcins. Ne me tirez pas dessus, c'est pas dirigé, mais c'est tout simplement pour pouvoir venir en aide à ceux qui pensent que le Eldorado, c'est ici. Prostitution, drogue, etc., etc. Et on finit par perdre son âme, parce qu'en Afrique, nous sommes très, très bien élevés, très bien éduqués, mais une fois qu'on arrive ici, nous sommes confrontés à n'importe quoi quand nous n'avons pas de boulot. Donc, le meilleur avenir, c'est chez nous. Essayons de construire chez nous. Nombreux me poseront peut-être la question de savoir pourquoi est-ce que je ne retourne pas. Moi, je me dis, je retourne forcément, mais je joue le rôle de pont d'union entre ici et là-bas, parce que ici, j'amasse, là-bas, je distribue. Mais pourquoi ne pas laisser chacun faire une expérience personnelle? Moi, je n'ai jamais intérêt à qui que ce soit de ne pas s'aventurer, parce que je sais que dans la vie, aujourd'hui, on ne peut pas vivre en vase clos. On a besoin de voir ce que l'Occident nous apporte aussi pour asseoir notre culture et notre vie. On a souvent donné toujours ces conseils-là, mais il y a les gars qui arrivent ici, ils explosent, et peut-être mieux que ceux qui sont là depuis longtemps. Pourquoi ne pas laisser à chacun faire son expérience? Bon, c'est vrai que à chacun son histoire, à chacun son truc, mais vraiment quand on a la main sur le cœur et qu'on voit ce qui se passe, parce que combien nous reviennent à la ramasse, quand ils partent d'Afrique, ils disent, moi, quand je vais arriver, je ne ferai pas tel comme tel. Elle verra quand je vais arriver, en 2-3 mois, j'aurai amassé gloire et fortune. Mais on se rend compte que ici, on arrive, on n'amasse rien, on dépérit. Parfois, on retourne en Afrique, nos mères sont encore debout et nous, on retourne avec un bâton courbé et voûté. Comme moi, j'aime mon pays, j'aime mon continent, je ne voudrais pas laisser autrui essayer ce qui ne réussira pas. Moi, je me dis, si tous nous mettons du nôtre, nos pays africains, nous pouvons les relever. Nous venons ici, nous apprenons quelque chose et on repart, on essaye. D'accord, très bien. Il y a Dakris Kadia qui pose aussi la question. Il demande quels sont les bons et les mauvais moments du métier d'écrivain. Les bons moments, et son pseudo, c'est crise cardiaque. Hein? Cardiaque, oui, voilà. Voilà. Crise cardiaque, je vais vraiment vous répondre parce que votre pseudo, vraiment, il est indicateur. D'actualité. Voilà. Donc, les meilleurs moments, c'est quand on écrit. On pense que c'est un best-seller que nous sommes en train de faire. On écrit, on met tout notre cœur, on met tout notre amour, on met toute notre volonté, notre temps, notre énergie. Mais à la fin, quand on se rend compte que on a écrit, mais le mérite, c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Je ne citerai pas quelqu'un d'autre, vous êtes écrivain comme moi, vous savez qu'on a beau écrire, mais le pourcentage par rapport à nos œuvres littéraires, c'est pas souvent trop ça, et on se dit, peut-être je vais abandonner, mais non, on n'abandonne jamais parce que c'est un peu comme le thé, le tabac et tout le reste, c'est un excitant, oui. Donc, les meilleurs moments, c'est l'écriture, mais les mauvais moments, c'est la rémunération. C'est ça. Ok, d'accord. Là, bon, on peut ajouter que c'est aussi la passion d'abord. C'est la passion, tout à fait. Je suis très content de la réponse que tu as donnée. Là, on écrit parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on a envie que ça sorte. Donc, l'écrivain n'est pas là normalement pour s'enrichir. Il est là pour partager avec son expérience, avec le monde qui l'entoure. Donc, c'est ça. Les mauvais moments, peut-être, ça peut être lorsque la critique peut être sévère. Oui. Ou alors, tu as attaqué un thème qui peut où on te met à te pourchasser, par exemple, dans le plagiat et autres. Bon, je touche du bois, j'en arriverai pas là. Voilà, il y a des écrivains en prison, etc. Bon, voilà un peu les mauvais moments de la vie littéraire. Mais l'écrivain, c'est l'homme le plus heureux dans le monde parce que il
quand il écrit, il est seul, mais il communique avec un monde qu'il ne rencontrera presque jamais. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour ta crise cardiaque. Et il y a Cindy Tinda qui dit, Maman Tonnerre, où écrivez-vous? À quel moment de la journée? Combien de temps consacrez-vous à l'écriture? Bon, là, je crois qu'elle est en train de demander. Quelqu'un d'autre m'a déjà posé cette question, mais quand même, par mesure de courtoisie, je vais. Oui. Oh, ouais. Oui. Bon, en fait, elle avait déjà répondu. Elle écrit le soir et à tout moment, quand les idées viennent, elle les note pour les saisir après. Et il n'y a pas de temps spécial. Elle peut écrire 2 heures, 3 heures, une journée, parce que c'est une passion. C'est une passion. C'est un peu comme la musique, quand tu écoutes la musique ou bien quand tu joues à la musique, tant que tu n'es pas fatigué, tu as envie de jouer. Bon, Charles Bertrand Njomuna, Madame Ruth, travaillez-vous sur ordinateur? Bon, voilà, c'était déjà posé. Ou c'est du manga, quel genre de... Non. Avez-vous été soutenu par votre maison d'édition pour la promotion de vos livres? Voilà. En réalité, qui a posé la question? Cédric Manga? Manga, oui. Cédric Manga, en réalité, ça c'est un peu un secret professionnel, donc je ne pourrais pas le divulguer comme ça, mais je me dis, la meilleure des promotions quand on écrit commence par soi-même. Oui, elle commence par soi-même, donc... Donc, tu as compris, Manga, c'est que c'est l'écriture même déjà qui est le meilleur promotion. Voilà. Bon, maintenant, il y a... Et vous-même aussi, hein, les lecteurs, c'est vous qui devez faire la promotion, l'écriture, vous devez commencer par acheter. L'achat, c'est une promotion. Parce que quand tu lis et que le livre t'a emporté, tu es obligé de parler autour de toi. Voilà. Donc, c'est vous déjà qui sont nos meilleurs partenaires. Il y a la question de HD Cathy Singh. Elle pose la question suivante. Bon, je ne sais pas, c'est beaucoup plus une contribution substantielle. Elle dit ceci. Abordez la relation homme et femme dans votre livre sous l'angle de l'oppression des hommes sur la femme innocente est trop souvent abordé par les auteurs féminins. Je conçois que cela nécessite un énorme travail d'introspection pour tout coucher sur papier. Et je vous le dis, bravo. Par contre, pour plus d'équilibre, j'attends votre prochain roman qui parlerait de l'innocence de l'homme dans une relation. Qu'elle se réfère à vous parce que vous saurez la date exacte de la prochaine sortie courant octobre. Donc, celui-là, elle trouvera aussi cette thématique qu'elle expose présentement. Très bien, d'accord. Merci beaucoup à Cathy Pigne. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à vous joindre à moi ou à Ruth. Son adresse est là pour pouvoir communiquer avec elle. Elle vous donnera toutes les informations nécessaires. Il y a Charles Bertrand Njomuna. Maman, quel est votre livre préféré? Voilà, merci pour cette question. Ça m'avait échappé complètement. Quel est votre mon livre préféré, vraiment, je vous le dis, c'est De la tristesse à la joie. De la tristesse à la joie, parce que à un moment donné, j'ai connu des moments assez difficiles. Donc, j'étais toujours en plein dans la réflexion, mais à un moment donné, j'ai rencontré mon âme sœur et à ce moment, la joie s'est installée. Donc, ce livre a été porte-bonheur pour moi. Oui, mais je crois que la question que Joe Mouna posait, ce n'était pas votre livre essentiellement. Bon, si c'est le cas, c'est bien répondu. Mais je crois qu'il veut savoir quel a été le livre des autres que vous avez lus et quel serait votre livre de chevet. Bon, pour dire vrai, tout ce que je lis, j'ai pas de préférence parce que tout m'inspire
tout me guide et tout m'oriente. Donc, j'aime tout ce que je lis comme livre. Mais en réalité, je préfère Lamartine et Albert Camus. Ah, d'accord. Tu as compris, Lamartine, vous ôtez en suspens ton vol, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices les plus beaux de nos jours. Le temps n'a point de port et nous passons. Oh, très bien, Lamartine. Bon, et il y a Judith Judith Kibon, désolé si j'ai mal prononcé votre nom. Quel conseil donneriez-vous à madame à qui voudrait se lancer dans cette aventure? Très belle question, voilà. Très belle question que je n'avais pas prévue. Merci de compléter toutes ces questions qui m'ont échappé. Oui. Donc, quel conseil je donnerais? Je dirais déjà d'abord pour un premier temps, laisser parler son cœur, son imagination et de se faire accompagner le plus souvent par des anciens. Parce que les jeunes plumes pensent peut-être que les anciens sont là pour étouffer leur génie, mais non, les anciens sont là pour pouvoir les orienter et les conduire vers un style littéraire. Parce que, oui, les jeunes, ils ont plein de choses à nous dire, tellement de choses, parce qu'on dit si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Donc, en fait, tout l'inverse. Les jeunes ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, ce qui fait qu'ils ont beaucoup d'énergie et puis l'énergie est distillée et fusille un peu de partout. Il faut donc qu'il y ait un ancien pour les recadrer. D'accord, voilà, c'est bien noté. J'ajouterai bien évidemment d'abord, quel conseil donnerez-vous si par exemple un jeune de 16 ans vient me demander ce conseil-là, je lui dirais, il faut d'abord lire. Lire, et puis il faut être soi-même, comme Ruth a dit tout à l'heure là, être soi-même, voilà. Et puis, il faut aussi que des écrits suscitent l'émotion. Parce que il y en a par certains qui se servent des secrétaires, des nègres, comme on les appelle, pour pouvoir écrire pour eux. Donc, c'est pour ça que je dis, faut écouter son cœur, son imagination et se laisser aller. Je me rappelle le premier jour où j'ai discuté particulièrement avec vous, vous ne pouvez pas savoir combien ce jour a été salutaire pour moi. Si vous avez déjà peut-être regardé mes nombreux passages télévisés, je ne suis pas autant dégagée que je le suis aujourd'hui. Ouais, donc, oui. Vous avez réussi à faire quelque chose pour moi. Donc, c'est-à-dire qu'on doit toujours s'appuyer sur les conseils de nos aînés, oui. Oui, en fait, moi, je suis tout simplement une découverte de Franck Bellet. Parce que la communication m'échappe. C'est pas mon domaine. Je n'ai pas pu m'en sortir, mais grâce à Franck Bellet qui m'a dit non, c'est toi qui feras cette émission, tu le feras. Et au fur et à mesure, si tu vois les premières émissions, c'est la catastrophe. Mais aujourd'hui, ça dit que c'est avec vous que j'ai fait cela, même si je commets des erreurs, pour moi, c'est pas un problème, mais je le fais avec passion. Donc, merci vraiment, c'est aussi ça, les échanges. Ça me permet de faire mieux. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Bon, il y a Cédric Manga qui dit, question, est-ce que votre vie a changé après la publication de votre livre? Y a-t-il eu un avant, un après? Et aussi, êtes-vous soutenu par votre maison d'édition pour gérer tous les aspects du métier d'écrivain? Voilà. Bon, on va se résumer. Est-ce que votre vie a changé après la publication de votre livre? Ouais. Mon tout premier roman m'a permis de pouvoir canaliser mon énergie. Parce que malgré les apparences, je suis quelqu'un de très timide, mais alors quand je réagis, parfois je peux poser un acte et après je me pose la question de savoir c'est moi qui ai fait ça, parce que quand je garde tout au fond de moi, c'est difficile, mais avec mon premier roman quand même, j'ai appris à m'exprimer, à ne plus intérioriser, mais à laisser couler.
Donc, sur ce plan-là, oui, ça a changé. Et aussi sur le plan de la communication, également, ça a changé. Bon, mais maintenant, sur le plan maison d'édition et autres, je continue de dire que je ne vais pas... Cédric, si tu permets, je vais te tutoyer. Ne le prends pas mal, mais ma maison d'édition et moi, ça reste une histoire assez confidentielle. Mais je prendrai le temps de te répondre inbox si d'aventure tu me le demandes, ou alors je te le dirai un jour. D'accord. Bon, voilà, il y a beaucoup de questions qui suivent, mais il faut que j'épuise les miennes parce que tout à l'heure, je vais inviter votre beau-frère sur le plateau pour qu'il viens dire quelques mots. Peut-être faudrait-il qu'il passe d'abord et puis pour laisser souffler un peu. Est-ce qu'il peut déjà venir là? Voilà. D'accord. Donc, je vais laisser la place à mon beau-père. Venez, hein, parce qu'il y a d'autres questions qui vous attendent. Oui, je reviens. Je reviens, c'est promis, je reviens. Pourquoi tu as mis plutôt ceci? Voilà. Bienvenue sur le plateau. Bon, nous sommes en direct là. Il y a des téléspectateurs qui vous découvrent. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs, à notre public qui est en train de suivre l'émission? Bon, je vous remercie déjà de m'accueillir sur votre plateau. Oui. Le nom qu'on m'a donné à la naissance, c'est Artémisme. Ok, d'accord. Et puis plus tard, j'ai été baptisé chrétien catholique et on m'a donné comme prénom Paul. Donc aujourd'hui, je porte le nom de Paul et le nom de Artémisme et prénom Paul. Très bien. Bon, maintenant, il y a une question que je vais poser de façon brutale. Oh. Ouais. Vous êtes mon papa, mais permettez que je vous tutoie. Oh oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne vous tutoie pas, c'est pas bien. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je suis à la retraite, hein? Oui, mais la vie continue. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Ah oui, maintenant, bon, mais voilà, je m'exerce à l'écriture. Très bien. Oui. Bon, maintenant, à cet âge-là, qu'est-ce qu'on peut bien écrire? À cet âge, on peut écrire beaucoup de choses. Oui. Bon, peut-être que je n'ai pas beaucoup retenu, mais on dit que qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup vu, pour avoir beaucoup de retenu. Je me dis qu'à mon âge, bon, je peux peut-être dire ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et ça peut inspirer ceux qui sont plus jeunes que moi. Non, mais voilà, mais parce qu'on attend souvent des anciennes grandes personnalités d'écrire leur mémoire. Est-ce que c'est vos mémoires que vous voulez écrire? Ah non, ce n'est pas ma mémoire, non. Ce que j'ai écrit là, c'est basé sur l'observation de la vie. Hein. D'ailleurs, mon livre n'est pas encore sorti. Il va sortir peut-être en septembre ou octobre. D'accord, nous ferons tous la promotion ici. Mm-hmm. Bon, voilà. Après un long cheminement dans la vie, qu'est-ce qui vous a marqué? L'école ou les voyages? Vous dites Entre aujourd'hui que vous êtes au soir de la vie, à partir de l'expérience que vous avez vécue dans votre vie, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'était aller à l'école ou bien voyager? Ah non, mais c'est l'école là, parce que c'est pas parallèle. Vous allez d'abord à l'école, à un moment donné, vous arrêtez où le destin veut que vous arrêtiez, et puis vous entrez dans la vie active. Vous utilisez ce que vous avez eu à l'école, n'est-ce pas? Oui. Pour votre vie active, vous êtes peut-être, c'est pas maçon, vous êtes fonctionnaire. Voilà, les connaissances que vous avez acquises vont vous permettre d'exercer le métier que vous aurez choisi. Bon, maintenant que vous vivez en Europe, par exemple, votre camarade d'enfance qui n'a jamais voyagé, qui est au Cameroun et qui a aussi travaillé comme vous et est allé à retraite,
est-ce qu'il a les mêmes expériences que vous? Je crois que je viens d'aborder votre question. Je dis que qui a beaucoup voyagé peut avoir beaucoup retenu. Oui, voilà, donc ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes expériences, ça veut dire que vous avez plus d'expérience que lui, parce que premièrement, vous êtes allé à l'école et vous avez voyagé, contrairement à lui qui est resté sur place. Quand j'entends par voyage ici, c'est sorti hors de son pays. Oui, justement. Quand je rentre, par exemple, on me demande comment est le pays où tu es là. On me demande beaucoup de choses sur la France, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont une certaine curiosité et peut-être même une envie d'y aller aussi pour aller découvrir aussi. Et c'est un passage même de mon prochain roman, si jamais il sort. Ah, d'accord, très bien. Bon, maintenant, je vais vous poser une question philosophique. Qu'avez-vous vu dans la vie? J'ai vu une variété de personnes. Quelqu'un a dit que l'homme est ondoyant et divers. J'ai vu que le monde n'est pas uniforme. Entre le monde des années 70, 60, 70, 50. Et celui d'aujourd'hui, quel a été pour vous le meilleur monde? Le meilleur monde. Voyez-vous, à notre temps, par exemple, si tu voyais un portefeuille que quelqu'un a perdu et qui s'en va là, vous prenez le portefeuille, vous courez, n'est-ce pas, pour aller lui dire, monsieur ou madame, voici, vous avez perdu ceci là. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Très bien. Voilà, c'était déjà pour vous présenter. Voilà, je vais faire revenir Ruth René Michel. Oui. Il fallait présenter au public monsieur, vous pouvez encore vous présenter au public. C'était. Je dis que je me nomme Atemezem. Atemezem, voilà. Atemezem Paul. Voilà. D'accord, Paul Atemezem, voilà. Il a un livre en préparation qui sera bientôt publié et nous ferons le plaisir de l'accueillir ici à notre émission et dans d'autres plateaux ou alors dans d'autres sites que nous animons pour faire la promotion de vos œuvres. Voilà, merci. Je vous remercie d'avance. Je vous remercie de votre disponibilité. Merci également, merci. Bien, bon, d'accord. Ruth, tu viens, on continue. Parce qu'il faut... Alors, Calvin. Voilà, il y a deux dernières questions qui restent là. Voilà, vous vous occupez des malades dans votre association. Ça veut dire que vous rencontrez régulièrement des malades. Et quand vous rencontrez des malades, est-ce que vous remarquez que c'est une bombe qui est tombée sur eux? En fait, ce que je puis me permettre de dire, c'est pas que ce soit une bombe qui soit tombée sur eux. La nature, on peut pas dire qu'elle soit mal faite, mais c'est tout simplement que c'est le destin de tout un chacun. C'est le destin de tout un chacun et c'est pour ça que nous sommes là pour leur dire non, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Et dans Diabète Cameroun, que ce soit en France, au Cameroun, au Burkina Faso, au Bénin, nous avons un seul champ de ralliement, un seul je ne sais pas si je dirais credo, mais c'est un pour tous, tous pour un. Oui, est-ce que vous constatez quand même qu'ils retrouvent le sourire? Oui, ils retrouvent le sourire. Ils retrouvent forcément le sourire parce que ils retrouvent une famille d'accueil, une famille adoptive. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, principalement au Cameroun, nous sommes en train de vouloir créer une banque de médicaments. Comme on le dit, vous avez un paracétamol qui ne vous sert plus, que ce soit en France, au Cameroun.
vous nous l'envoyez et nous regardons les dates de péremption, une boîte d'insuline, etc., etc. Tout médicament qui vous sert plus, nous les collectons. Pourquoi? Parce que nous voulons créer une banque de médicaments pour pouvoir venir en aide à ceux-là qui n'ont pas les moyens, voire les possibilités de se rendre dans une pharmacie pour pouvoir s'en procurer. Donc, nous voulons être là pour tout ce type de personnes. Donc, je profite avec ta permission, Calva, pour pouvoir dire à tous qui m'écoutent, faites passer le message. Nous vous demandons pas d'argent, nous vous demandons pas de ci, nous vous demandons juste de pouvoir mettre de côté tous les médicaments qui ne vous servent plus, mais qui ont une date de péremption encore valide, pour que nous, ensemble, vous et nous apportions des bridges de solutionnement à ceux-là qui ne peuvent pas. Très bien. D'accord, c'est noté. Bon, voilà la dernière question. Ruth, là, il y a une actualité qui s'est passée il y a 3 semaines au Cameroun. Il y a une petite fille qu'on a nommée Cynthia. Tu as entendu parler d'elle? C'est pas celle qui a balancé ses vidéos dans la toile sur Facebook parce qu'elle voulait être influenceuse. Et en moins d'une semaine, elle a eu 80 000 abonnés. Quel commentaire peux-tu faire à ce propos? Je ne vais pas être violente, je ne vais pas être méchante, mais je dirais mes enfants, mes nièces, et toutes m'entendent aujourd'hui. Mes sœurs m'entendent, mes frères m'entendent, mais je dirais si cet enfant venait de ma famille, si mes nièces étaient là ou alors quelqu'un d'autre, on aurait pu dire ce que j'aurais fait de cet enfant. Je l'aurais éduqué à la chicotte parce que c'est ce qu'il lui faut. L'incarcérer, faire ci, faire ça, ça n'aurait servi à rien parce que là, maintenant, les carottes sont cuites, il fallait seulement les consommer. Mais même la seule façon de pouvoir éviter la consommation de ces carottes, c'est la violence, c'est-à-dire qu'elles sentent mal dans sa chair et elle se serait remise sur le droit chemin. Je dis, c'est aberrant. C'est aberrant parce que elle a quand même atteint l'âge de la raison. L'âge de la raison, c'est 5 ans. À 5 ans, on sait que ce que je fais est mal. Donc, elle sait que ce qu'elle a fait est mal. Et c'est pour ça que je dis, la pauvreté, elle n'est pas seulement financière. Elle est morale, elle est mentale, elle est psychologique. Et grave quand la finance s'ajoute. Donc, ça, pour moi, c'est même pas une star. Je dirais pas ce que j'ai envie de dire, mais elle ne vaut même pas la peine qu'on l'évoque ici présentement. Je suis désolée si j'offense sa famille parce que je sais que elle vient d'une mère, une mère que j'ai entendu parler et je ne peux que dire à cette mère bravo pour ce que vous avez fait parce que vous l'avez remise avec vos petits moyens sur le droit chemin. Mais ne désespérez pas. Continuez d'utiliser la méthode Ford. Nous, en Afrique, on comprend seulement avec la chicotte. Oui, en tout cas, on se doit d'évoquer parce que j'ai reçu une romancière, c'est ça son rôle. Et vous venez de passer un message valable, plein de vertus qu'il faut transmettre pour que ça puisse enseigner à d'autres. Et avec ta permission, si je peux même dire quelque chose à la jeunesse. Oui. Mes enfants, méfiez-vous parce que tout ce qui brille n'est pas or. Oui. Je continue de le dire parce que quand on pose un acte contre nature, croyez-moi, on n'a même pas la possibilité de pouvoir se regarder dans la glace. Et ce que vous devez pratiquer comme exercice, c'est mon assiette est petite, mais je mange dedans. Je ne regarde pas l'assiette du voisin. Mon assiette, elle est toute petite, même s'il y a ce qu'on appelle communément chez nous le BH, j'accepte mon BH. Je le mange avec joie, fierté, parce que c'est valorisant. Pouvoir manger à la sueur de son front et non à la sueur de... Très bien. Il y a eu beaucoup de réactions. Nous sommes à la fin de l'émission. Hein. Bon, il y a Cassicine qui voulait savoir les livres qui t'ont inspiré. Tu avais déjà répondu, Lamartine et Albert Camus. Il y a Anaïs Estaka, elle dit, lequel de vos livres a eu le plus de succès?
Celui qui a eu le plus de succès, c'est J'ai fait de ma vie un enfer. Très bien, voilà. Bon, et il y a ta crise cardiaque qui dit merci Madame Berton et Calvi Douari. Merci aussi ta crise cardiaque. Bon, et il y a Faveur illimité. Bonsoir, elle dit gloire à Dieu. Et ta crise cardiaque encore qui revient. Berton, où trouvez-vous votre inspiration? Où vient votre inspiration? Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Bon, tu avais déjà répondu également que c'est à tout moment de ton existence, l'inspiration vient et tu prends des notes. Il y a Cédric Manta, le manga, Manga, oui. Oui, le mentorat. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Cédric Manga, il a dit quoi? Il a dit le mentorat, quelque chose comme ça. Le mentorat. Mentorat. Judith Kibon, soutien total. Anaïs Esaka, improvisez-vous au fil de l'histoire ou connaissez-vous la fin avant d'écrire? Maman Ruth. Non, on ne connaît jamais la fin d'un roman. C'est plus, on avance, l'inspiration naît et on va petitement vers la fin. Mais vraiment, pour conclure, Calvin peut vous le dire, c'est souvent difficile pour nous parce qu'on voudrait tellement vous faire plaisir, mais on se dit, il faut éviter de fatiguer aussi le lecteur. Voilà. Donc, on crée une fin pour vous. Mais par contre, je vais revenir sur une question également. Tu m'as posé la question de savoir quel est le livre que j'ai le plus aimé. J'ai cité Lamartine, Albert Camus, mais cependant, j'ai accompagné un jeune auteur dans la rédaction de son roman. J'ai beaucoup aimé ce roman. C'est quelqu'un que nous connaissons tous, Patrice Ibanda, de son véritable nom, Papa Zoé. Il a une thématique, mais vraiment qui accompagnerait tous les jeunes. Je pense le roman, c'était Le Beaux-Ailleurs, Paris à tout prix. D'accord. Oui. Donc là, si d'aucuns peuvent le lire, surtout nos jeunes, notre jeunesse, j'encourage à le lire. Pourquoi? Parce que nombreux arrivent, mais ils ne racontent jamais les difficultés qu'ils ont rencontré chemin faisant, mais Papa Zoé, lui, il a tout raconté et il a permis qu'ensemble, nous puissions mettre tout ça sur pied et dire à la jeunesse, voilà, tu me apprenez quelque chose. Tu me donneras la possibilité d'inviter Papa Zoé à cette émission, s'il veut. Bon, c'est vrai, on se connaît, mais j'aurais la difficulté de le rencontrer que je te verrai. D'accord, d'accord, sans problème, Calvin. Et il y a Élise Yves Franck. Bonsoir, Ruth. Combien de temps pouvez-vous mettre pour écrire un livre? Bon, elle a déjà répondu, hein. Il n'y a pas de temps précis. Voilà. Bon. Ouais. Et Louise Coton qui dit, avez-vous une page Facebook? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient voir l'émission à partir de ma page. C'est dommage parce que lorsque je passe l'émission en direct et je partage cela sur la page, ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est qu'après l'émission que je pourrais partager. C'est dommage pour eux. Donc, je peux répondre à cette personne qui demande si j'ai une page Facebook? Oui. Louise Coton. C'est Louise, hein? Oui, Louise Coton. Louise, je vais vous répondre particulièrement et avec beaucoup d'affection. Oui, j'ai une page Facebook, mais ne vous attendez pas à voir quelque chose d'extraordinaire. Je suis cette romancière un peu casse-couille dont je publie n'importe quoi, tout ce que je vois sur Internet, mais la page, c'est RRMN Michel. Michel avec L-E, pas deux L. C'est très simple. Toutes ces questions, il faudrait à tout prix venir répondre à ces questions parce que tu n'as pas eu peut-être la présence d'esprit de tout dire maintenant. Il faudrait réfléchir sur toutes les questions et réagir. Et là, voilà, je ne m'empêcherai pas de le faire. Voilà. Et continuer à partager également. Bon. Voilà, il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a beaucoup, on ne pourra pas, nous sommes à la fin de l'émission. Il y a Judith qui, bon, avez-vous songé à ouvrir plus tard une maison d'édition? Cinda Tinda qui dit merci pour les conseils. Ma mère, Salastiel, a dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or dans son titre Anita. Merci Calvi pour ce soir. Merci aussi à Cindy Tinda.
Obuta qui dit, je suis d'accord, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Merci, c'était suite à ta réaction de tout à l'heure. Il y a Lydie Mendoz Sengue, bonsoir, qui regarde, voilà, merci, et bonsoir Lydie, je suis très heureux de te voir en direct là. Et il y a, bon, Chris Kaza qui nous dit, merci à ton invité. Voilà, c'était là. C'était tout. Ça continue à tomber, bon, mais on va, l'émission, le temps qui était imparti est arrivé, voilà, nous allons nous dire tout simplement, j'inviterai, ne vous inquiétez pas, j'inviterai Ruth pour une prochaine émission, elle viendra débattre peut-être avec un autre aussi, si c'est possible, des thèmes que nous mettrons sur notre plateau. Voilà. Est-ce que tu as un mot de fin? Le mot de fin, c'est pour tous ceux qui nous ont regardés, je vous remercie et je te dis également merci Calvin, je dis également merci à celui grâce à qui ceci a pu avoir lieu aujourd'hui. Et comme je ne les oublie jamais, je remercie mes parents, monsieur et madame Thompson, mes frères, mes sœurs, mes nièces, mes neveux, et également un gros bisou à ma fille Vanessa, à mon petit fils Pieden, et merci au docteur Bertrand Atemezem, et merci à tous ceux-là qui me soutiennent. Sans oublier, bien entendu, Judith Kibong, qui quelque part m'a permis de réaliser que j'avais pas tout emmagasiné dans ma tête. Merci Judith pour toutes vos questions et je referai mon encyclopédie dans mon cerveau. Bonsoir à vous. Très bien. C'était un plaisir. Très belle conclusion. Franchement, il n'a pas vu le temps passer. Hein. C'était passionnant pour moi. Je n'aurais pas imaginé passer une belle soirée littéraire comme ça parce que j'ai toujours peur quand je reçois une personne pour la première fois dont je ne connais pas encore très bien le système valeur, et on n'a même pas vu le temps passer. Voilà, c'est ça. Donc, ça a été très et puis très littéraire. Merci pour tout. Voilà, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Mais avant cela, il y a d'autres émissions sur Diaspora, votre chaîne, la première chaîne à notre Diaspora. Voilà. Et on se dit à très bientôt. Bonsoir. À très bientôt. Bonsoir, Calvin, et encore merci pour tout. Bye. Bye.